Bonjour à tous, merci d'être présents à ce Café Brousse. Donc, on a changé un peu l'horaire. D'habitude, on le faisait plutôt en fin de journée, mais on s'est rendu compte que ça ne correspondait pas à nombreux membres du groupe de travail. Du coup, on essaye sur l'horaire entre midi et deux, à voir si ça convient mieux. Et donc, aujourd'hui, on accueille Victor Nara, donc, qui est membre du bureau du groupe de travail en développement et biodiversité, mais qui est surtout donc, le chercheur au CNRS, affilié au laboratoire éco-anthropologie, au sein duquel il travaille sur les interactions entre l'environnement, les humains et les animaux, et en particulier les grands singes. Il est aussi fondateur et président de l'association Bonobo Eco sur l'étude et la conservation des bonobos, et également président de la Société francophone de primatologie qui héberge le groupe de travail conservation communautaire. Et donc, c'est à ce sujet que va porter le Café Brousse. Il va nous présenter les cadres juridiques, les pratiques et les représentations associées à la conservation communautaire en République démocratique du Congo sur la base de travaux menés par Tessa Bonacontro dans le cadre de son mémoire de fin d'études. Voilà, je crois qu'on a accueilli un peu tout le monde pendant ce temps et je laisse la parole à Victor. Donc, ce sera à peu près 30 minutes de présentation et ensuite, il y aura 30 minutes d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou dans le chat ou à la fin de la présentation de lever la main et on vous passera la parole. Voilà, Victor, Merci je te beaucoup laisse la Magali. parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais couper ma caméra juste pour faciliter la connexion. Donc merci au groupe de m'avoir proposé ce Café Brousse, d'intervenir sur ce Café Brousse. Comme l'a dit Magali, je vais vous faire donc une présentation à la fois issue des travaux de Tessa Bonacontro de M2 l'année dernière, mais aussi plus généralement de notre groupe de travail sur la conservation communautaire des primates, qui a été fondé en 2019 et que j'anime avec les personnes qui sont inscrites en bas là. Voilà, et donc cette présentation, en fait, j'ai finalement décidé de ne pas vous parler que de la RDC, mais de revenir aussi un peu au début sur d'autres éléments qui sont, j'imagine, assez connus de la plupart d'entre vous, mais dans le doute, je préfère faire un bref aperçu historique de la conservation depuis le 19e jusqu'à aujourd'hui en moins de 10 minutes, parce que finalement, ça a aussi des conséquences sur la manière dont on voit la conservation aujourd'hui et sur les différentes alternatives possibles. Quelques éléments sur les émergences de notre groupe de travail sur la conservation communautaire, donc des primates, mais en fait, les primates, ici, on ne va pas du tout en parler, mais c'est plus un modèle d'étude d'entrée pour questionner la conservation de manière plus générale. Quelques premiers éléments autour de nos recherches au sein de ce groupe de travail, puis un cas d'étude donc de la RDC qui a été mené notamment par Tessa Bonacontrou, que j'ai encadré l'année dernière avec aussi Richard Dumez, qui est ethnoécologue au muséum. Donc, quelques dates clés en conservation. Comment dire, je ne prétends absolument pas que ce que je vais dire ici est tout à fait exhaustif, loin de là. On aura le droit d'en discuter, vous pourrez critiquer ces approches, mais ça me semble vraiment important de se remémorer un peu ces choses-là. Donc, ce qu'on appelle, nous, la conservation aujourd'hui, ça a émergé à la fin du 19e siècle, avec notamment la création du premier parc national, Yellowstone, en 1872. Ça, c'est bien connu. Ce qui est important, c'est qu'à l'époque, il y a deux idéologies qui s'opposent. Donc, il y a celle de John Muir, celle qui aura en gros, pris de l'importance par la suite, qui est l'importance de protéger des espaces naturels pour eux-mêmes et sans activité humaine. Et c'est comme ça qu'Yellowstone est pensé, puisqu'on va mettre à l'écart les populations humaines autochtones qui y vivaient, et ce qui d'ailleurs probablement a favorisé l'énorme incendie qui aura eu lieu, je crois, 30 ans à peu près après la création du parc, en empêchant les humains de faire une gestion des espaces ouverts par le feu. Ça a permis une sorte de méga feu qui a détruit, je crois, de mémoire, plus de la moitié du parc, ou en tout cas une grande surface. Mais à l'opposition de John Muir à la même époque, il y avait Pinchot qui, lui, là je l'ai pas dit, mais enfin pour info, c'était pas conservation des espaces naturels sans les activités humaines et pour eux-mêmes, pour la nature, en gros, c'était plutôt pour la gestion durable des ressources naturelles. Donc il y a toujours eu depuis le 19e siècle ces deux approches, gestion des ressources d'une part, ou alors la conservation du sauvage, et que c'est comme ça, c'est avec Muir qu'on obtient le sauvage, le wilderness. L'humain n'est pas dans la nature sauvage. D'où aujourd'hui, pour moi, l'importance de manipuler cette notion de sauvage ou de wild, de wilderness avec beaucoup de précaution, parce que c'est bien plus, ça dit beaucoup plus de choses qu'on ne pense.
Et donc, ce rapport à la nature, c'est au centre de la genèse des politiques de conservation. Et pourtant, ce rapport à la nature n'est absolument pas universel, c'est une construction culturelle qui est propre à chacune des sociétés humaines. D'où la complexité qu'on peut avoir à vouloir mettre en place des modèles plus ou moins universels dans des endroits qui n'ont pas du tout les mêmes rapports à l'environnement. Dans le contexte colonial, donc première moitié du XXe siècle, on a le premier parc national créé en Afrique, le parc Albert, qui devient le parc national des Virunga. Il a bientôt un siècle. Depuis un siècle, il y a toujours eu des conflits avec les populations humaines locales. Dès la création du parc, il y a eu une expulsion des populations vivant sur la zone du parc. Encore aujourd'hui, il y a pas mal de problèmes, en plus de l'instabilité géopolitique de la zone, mais même au-delà de ça, des conflits qui n'ont jamais cessé entre le parc et les populations environnantes. En parallèle, on a eu dans le contexte colonial le développement des réserves de chasse, des domaines de chasse, qui avaient quand même pour but, en fait, que les colons puissent faire de la chasse au trophée, mais d'empêcher les chasses de subsistance des populations indigènes, on pourrait dire. En 1928, il y a une volonté des administrations coloniales de se coordonner, et donc il y a un office international de documentation et de corrélation pour la protection de la nature qui est créé, qui a pour but voilà, d'essayer de coordonner la manière dont on va gérer la nature dans les contextes coloniaux. Et c'est cet office qui se transforme ensuite en UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, avec évidemment de nombreuses transformations, mais c'est une émanation de ça au départ. Et donc, ce qu'on comprend avec cet aperçu rapide sur la première moitié du XXe, c'est que la conservation est aussi très rapidement un outil de gestion des espaces et des humains pour répondre à des objectifs qui ont émergé dans un contexte colonial. Dans la deuxième moitié du XXe, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on est donc cette fois vraiment en contexte postcolonial. Et en 1961, on a par exemple la création du WWF, qui a là encore un peu en fait qui recycle les anciens administrateurs coloniaux au sein d'ONG, donc le WWF ou d'autres, hein, il y en a d'autres, au sein de grosses ONG, qui vont permettre en fait d'avoir une certaine mainmise encore gardée sur ces espaces-là. Dans les années 70, avec l'UNESCO Man and Biosphere, on remet l'humain un peu au milieu des questions de conservation, en tout cas en théorie, en ayant vraiment envie de se dire, voilà, il faut quand même considérer les modes de vie, les besoins des populations humaines. Donc, OK, on fait une zone cœur sans humain, mais on fait une zone tampon, etc., etc. Tout ce qu'on connaît très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on pourrait dire, c'est un succès au sens du nombre de programmes Man and Biosphere qui sont de plus de 700, je crois. Après, le succès en tant que tel, il est sûrement à discuter, mais en tout cas, il y a cette volonté d'intégrer l'humain au milieu des questions de conservation. On continue en 92 avec la Convention sur la diversité biologique, Rio, l'article 8J notamment, qui met bien en avant l'importance de prendre en compte les savoirs, les pratiques, les besoins des populations humaines locales qui vivent sur ces espaces-là. Et qu'on doit plus que les consulter, en fait, on doit aussi se baser sur leur expertise. Et en 94, alors j'ai mis création, mais je crois que c'est plutôt révision, enfin en tout cas, il y a la mise en place des catégories UCN, je crois, telles qu'on les connaît aujourd'hui, où il y a peut-être une évolution entre-temps. Et qui reconnaissent donc, ce qui est important ici, c'est que ces catégories reconnaissent aussi des zones dont la conservation ne passe pas par une conservation juridique institutionnelle, type parc national, mais aussi d'autres formes de conservation. Donc, au cours de cette deuxième moitié du XXe, là, on passe d'une conservation stricte de l'époque coloniale à une conservation qui prend plus en compte l'intégration conservation-développement, disons, et de la volonté de prendre en compte les populations humaines. Maintenant, depuis le début du XXIe siècle, on a eu ce qu'on pourrait appeler une augmentation des contestations. Depuis une quinzaine d'années, on va dire, il y a les ONG de plaidoyer des populations autochtones, de défense des droits qui font remonter de très nombreux conflits autour des aires protégées et donc qui traitent le problème de la conservation non pas comme un problème de biodiversité, mais comme un problème foncier de gestion d'espace entraînant des conflits importants sur les questions de gouvernance, d'accès aux terres, etc. Conflit qui aboutit quand même en 2016 à la plainte de l'ONG Survival pour maltraitance contre les populations locales contre le WWF auprès de l'Union européenne. Donc évidemment, on peut ne pas être d'accord avec ces plaintes, on peut les critiquer, pas de problème, mais simplement ça illustre ce côté de contestation qui remonte. Peut-être qu'elle a toujours existé, mais depuis, disons, une quinzaine d'années, il y a quand même une coordination des contestations permettant ensuite de faire remonter des choses beaucoup plus fortes. Et en 2020, le livre de Guillaume Blanc, qu'à titre personnel, j'ai trouvé extrêmement intéressant. Bien sûr qu'on peut le critiquer, mais il a le mérite d'apporter des choses très intéressantes et dont cette bref aperçu historique est en partie tiré.
Donc, tout ça pour dire que c'est un mouvement d'ampleur qui s'oppose non pas à la conservation en elle-même. L'idée n'est pas de dire il ne faut pas protéger la nature, absolument pas, mais plutôt à la manière dont elle est menée et à rappeler d'où elle vient et pourquoi il peut y avoir ces conflits, ces confrontations et ces oppositions de manière de voir ce qu'est la nature, ce qu'est l'environnement. Donc là, un exemple, donc voilà, pour l'aperçu historique, c'était juste pour remettre ces éléments en place, parce que comme après on va parler de conservation communautaire et de conflits potentiels autour des mots et de ce que ça implique, il faut aussi se rappeler d'où vient cette conservation-là, la conservation dite classique. Donc par exemple pour les grands singes, là j'ai mis l'exemple pour les grands singes parce que c'est pour ça que j'avais fait cette diapo, mais on peut l'appliquer je pense à peu près toutes les espèces probablement. On a trois grands types de conservation. En milieu naturel, en sanctuaire, donc des sanctuaires en général, c'est dans des pays où il y a les espèces, pas tout le temps, mais en général, et on récupère les orphelins ou ceux issus du trafic illégal. Et puis en parc animalier, bien qu'il n'y ait plus de capture en milieu naturel, il y a des gestions de stocks de génétique, de population au niveau européen, la sensibilisation auprès du public et tout ça. Donc quand on pense à la conservation, on peut envisager toutes ces modalités-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est notamment en milieu naturel, la conservation communautaire, que là, j'ai représenté au bout d'un double gradient très simpliste, où on aurait plus d'implication des populations locales et moins de contraintes d'accès à un espace protégé. Mais évidemment, c'est pas si simple que ça. Donc, c'est à partir en fait de ces réflexions qu'en 2019, j'ai proposé à la Société francophone de primatologie qu'on crée un groupe de travail sur la conservation communautaire des primates. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en pratique, en fait, on cherche enfin, ça fait 3 ans, même 4, ouais, 3 ans. Donc, c'est un travail assez long, hein, ambitieux, sur 5 à 10 ans minimum, probablement. L'idée qu'on a, c'est de confronter la pratique, la théorie, et voilà. Donc, c'est-à-dire en théorie, c'est quoi la variabilité des définitions de la conservation communautaire, c'est quoi l'historique du terme, qu'est-ce qu'il y a autour de conservation de communauté, etc. Et en pratique, comment elle est mobilisée par les acteurs de terrain, par les bailleurs, par la manière de communiquer par le grand public, par les médias. Donc essayer de comprendre en pratique comment elle est menée, cette conservation communautaire, en essayant de mettre en place une sorte de base de données euh, qui permettrait de lister de manière le plus exhaustive possible l'ensemble des projets qui pourraient se rapprocher de ce qu'on appelle conservation communautaire, des primates ici. L'intérêt des primates, c'est qu'il y a plus de 500 espèces dans de très 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 nombreux pays et plutôt dans des pays dits du Sud et de s'intéresser pour chaque projet, c'est quoi son histoire, qui est à l'origine, c'est quoi le processus de création, quel cadre légal, quel financement, qui sont les communautés locales, etc., etc. Donc c'est un gros travail qui se base sur de la bibliographie, de la littérature grise, rapport UCN ou autre, rapport technique, et des entretiens. Donc, la grande perspective pour nous de ce groupe de travail, mais évidemment, on en est bien conscient à plusieurs années, c'est potentiellement de faire cette base de données là. Donc, on a commencé, on a un peu moins d'une centaine de projets recensés pour l'instant, mais qui auraient pour intérêt en fait de mieux faire connaître différents projets et peut-être surtout, de notre point de vue, de mieux catégoriser. De ce qu'on appelle aujourd'hui conservation communautaire, il nous a semblé assez évident rapidement que c'est un terme très flou qui regroupe énormément de contextes très différents. Souvent, un parc national, c'est un parc national, il y a des règles à peu près communes, une histoire souvent assez proche, même si bien sûr il y a des différences, c'est plutôt top-down, c'est plutôt décidé par l'État, etc. Dans ce qu'on appelle conservation communautaire, ça regroupe énormément de choses, et donc nous, l'idée, c'est un peu de clarifier tout ça, pour à la fois mieux valoriser ceux qui font de la conservation communautaire la plus serrée, la plus stricte du point de vue de ce qu'on pourrait appeler une communauté, et un peu moins que ceux qui font une conservation communautaire un peu plus déguisée, disons, ne puissent plus trop employer ce terme, par exemple. Donc, la conservation communautaire, au départ, c'est vu comme une alternative. Les origines de ça, c'est les limites du modèle des aires intégralement protégées qui ont été largement vues, en tout cas en Afrique centrale. C'est pas vrai partout, hein, bien sûr, mais c'est vrai dans pas mal d'endroits, avec une volonté d'être plus efficace, mais aussi d'une éthique sociale, ce dont je parlais tout à l'heure, l'intégration des humains. Euh, les politiques de conservation ont aussi transité vers une vue plus systémique. L'homme fait partie de son environnement et il interagit avec, donc on pourrait aussi une vue systémique, une vue même de socio-écosystème. Il faut donc prendre en compte les humains si on veut être efficace, toujours avec ce souci d'efficacité quand même. Et puis aussi une reconnaissance la plus économique avec le lien entre biodiversité et pauvreté. Dans les endroits où on a des hotspots de biodiversité, les humains sont plutôt pauvres quand même. Donc comment faire pour à la fois assurer une protection de la biodiversité, mais aussi
un développement socio-économique. Donc ça, évidemment, tous les acteurs de la conservation qui sont ici, je pense, connaissent très bien ça, ces questions d'intégration, conservation, de développement, la difficulté à le faire. Mais c'est un peu dans ce contexte-là qu'émerge le thème, enfin l'expression de conservation communautaire. Et il y a plusieurs idées associées à cette idée de conservation communautaire. Promouvoir un sentiment de propriété. Si on utilise des ressources qui sont entre guillemets les nôtres, alors on va être plus attentif à la durabilité de notre exploitation. Mais aussi reconnaître et utiliser les savoirs locaux. Entre un expert européen qui arrive, qui connaît rien à la zone, certes, ça fait peut-être 20 ans qu'il travaille en Afrique, mais à cette zone-là précisément, il connaît pas grand-chose. Les savoirs locaux sont complémentaires. Il pourra amener plein de choses, cet expert, mais les savoirs locaux sont tout à fait complémentaires, non pas pour amender dans les marges d'un projet, mais pour co-construire un projet. Parce qu'il y a une approche, ce que Strum appelait une approche sensible au contexte. Donc cette question de, à force de pratiquer un environnement, eh bien forcément on a des savoirs spécifiques sur cet environnement qui sont qu'on ne peut pas remplacer comme ça et qui peuvent ensuite, en plus, être une manière de penser différente de l'expert entre guillemets occidental classique. Il y a aussi la question de rétablir les coûts et les bénéfices liés à la conservation pour les populations locales, donc stimuler le soutien au développement. Donc tout ça, ça tourne autour de la même idée d'intégrer conservation et développement. Mais alors, comment sont définis ou comment est définie la conservation communautaire en théorie? Parce qu'il y a quand même de nombreux théoriciens qui travaillent là-dessus, enfin de nombreux, pas si nombreux que ça, mais quand même, il y en a plusieurs qui travaillent vraiment sur ces théories-là. Donc, il y a Adams et Hummel en 2001 qui ont plutôt une approche économique. Donc, ils nous disent que la conservation doit être participative et traiter les voisins comme des partenaires des aires protégées. Et il faut qu'elle soit organisée de telle manière que les populations locales aient un retour économique et que ça puisse participer à la durabilité du mode de vie, quoi. Donc là, c'est vraiment une approche économique. On est dans la décentralisation de la gestion des ressources naturelles et rechercher une combinaison d'objectifs environnementaux et socio-économiques. Très bien. Mais là, c'est vraiment une approche économique. C'est comme donnant-donnant. On veut faire des trucs sur leur terre pour protéger la biodiversité. Alors, c'est normal qu'ils en tirent un bénéfice économique. Mais dans la plupart des cas, les questions de conservation communautaire, c'est l'économie est finalement un problème qui cache le vrai problème. C'est le plus facile à identifier, mais c'est sûrement pas le plus profond. Et la définition de l'UICN en 2010, je trouve elle est extrêmement intéressante puisque elle prend pas du tout le même pied. Là, c'est plutôt une approche gouvernance, une approche gouvernance, avec une aire de conservation communautaire ici qui est naturelle ou modifiée déjà, un écosystème naturel ou modifié, avec des valeurs de biodiversité, mais aussi des valeurs écologiques et des valeurs culturelles, volontairement protégées par des humains qui vivent là, en gros, à travers des lois coutumières ou n'importe quel autre moyen. Donc là, on change complètement de pied. Il y a la notion de volontairement protégé qui est essentielle, d'après moi, et avec l'idée de participation des communautés tout au long du projet et d'intégration des besoins et des intérêts locaux. Là, la question n'est pas économique, c'est bien plus dans une question donc de gouvernance. Bien sûr, il faut qu'il y ait des choses économiques derrière, mais c'est pas du tout la même chose que simplement une sorte de compensation. Donc, on est un peu parti de ces deux théories dans notre groupe de travail, de ces deux définitions, en se disant, voilà, c'est un peu l'extrémité de, enfin, c'est pas ces deux extrémités, alors j'exagère un peu, mais voilà, c'est pour vous faire sentir un peu, et il y en a d'autres, hein, des définitions qui tournent toujours un peu de ces principes-là, mais qui sont quand même très différentes. Une approche gouvernance, une approche économique, c'est pas du tout la même chose sur le terrain. Ok, donc les définitions ne sont pas tout à fait convergentes, ça on s'y attendait, on continue à creuser ces questions-là, mais en pratique, quand on est sur le terrain, comment ça se passe? Le premier problème de la conservation communautaire, c'est qu'il y a le mot communauté. Communautaire envoie à communauté, qui est souvent pensé par des acteurs de la conservation, des chercheurs en écologie ou en biologie. Les communautés locales vont être vues comme un groupe homogène. On va avoir un représentant de la communauté locale, par exemple, avec des membres qui partagent des valeurs, des besoins et des motivations. Mais là, les anthropologues ont extrêmement bien montré que ce n'est pas du tout possible. C'est une simplification qui est néfaste et irréaliste. Parce que ce qu'on pourrait appeler une communauté, ce sont en fait des unités sociopolitiques hétérogènes, dynamiques dans le temps, et qui vont avoir des besoins, enfin, qui vont avoir des revendications différentes en fonction de l'échelle de temps et d'espace et l'échelle sociale à laquelle on se place. Quelqu'un qui est au village et qui va à la capitale ne va pas avoir le même discours et comment dire, le même rôle que dans son village. Et donc, tout ça, ça va faire que on peut pas, et c'est toute la difficulté, on ne peut pas raisonnablement
réduire des populations humaines à une communauté locale, vivant dans un endroit à une communauté locale. Donc ça, c'est un premier constat. Et un deuxième, c'est qu'on a une diversité des projets qui se revendiquent de conservation communautaire. Donc ça, c'est déjà aussi une hypothèse de travail de départ, déjà depuis quelques années. Et on l'a effectivement vu petit à petit. C'est pas encore, on est encore en train de travailler là-dessus pour le préciser. Mais en gros, si on simplifie, c'est comme si on avait une sorte de gradient où on pourrait appeler conservation communautaire, d'une part, ce qui est de la compensation de pillage des champs qui se trouveraient en lisière d'un parc national, des projets qui impliqueraient de l'éducation environnementale parce que du coup, on va impliquer les communautés pour faire changer leurs pratiques, pour leur faire comprendre et faire de l'acceptabilité, mais donc on implique les communautés dans ces changements avec cet argumentaire-là. Et enfin, le dernier niveau qui serait pensé et géré par les communautés locales elles-mêmes. Donc tout ça, évidemment, étant des points ponctuels et que c'est beaucoup plus, c'est un spectre, quoi, évidemment. Donc nous, nos grosses questions au sein de ce groupe de travail, c'est donc essayer de mieux comprendre une typologie des projets de conservation communautaire et quelles sont les variabilités en fonction des contextes. Donc c'est évidemment à l'échelle de la répartition des primates, on est sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de pays et, près de 500 espèces, donc c'est énorme. Donc évidemment, on le fait petit à petit. Et il s'est trouvé qu'avec nos différents réseaux personnels, on avait beaucoup plus d'éléments côté Afrique et Afrique centrale d'ailleurs. Donc, on a proposé un master de l'année dernière sur la République démocratique du Congo, là où on avait le plus d'éléments. Et en plus, c'est assez intéressant puisque hotspot de biodiversité, deuxième massif de forêt tropicale, des espèces endémiques dont certaines très emblématiques comme le bonobo. Et alors, comment ça se passe en RDC? Il y a un institut national de conservation, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui est rattaché au ministère de l'Environnement, à peu près. Et on a différents modèles d'aires protégées qui sont en gros des parcs nationaux, des réserves qui peuvent être déclinées en réserves de biosphère, réserves scientifiques, réserves naturelles, mais juridiquement, ça ne change pas grand-chose, et des domaines de chasse qui n'existent à peu près plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2007, ils ont écrit une stratégie nationale pour la conservation communautaire. Et surtout, encore plus intéressant, en 2016, ils ont mis en place ce qu'on pourrait appeler des forêts communautaires, donc les CFCL, les concessions forestières pour les communautés locales. Et donc c'est tout ce cadre-là qui nous semblait assez intéressant parce qu'il y avait une évolution juridique récente de ces cadres voilà, de gestion de la forêt. Et donc, on s'est intéressé à ça, comment se traduit l'idée de conservation communautaire en RDC, à la fois du point de vue des cadres juridiques, mais aussi de la pratique qui en est faite. Donc, Tessa a travaillé là-dessus l'année dernière, en plein Covid, donc à distance, sans pouvoir aller sur place évidemment, sur la base d'un peu plus d'une vingtaine d'entretiens avec des gestionnaires d'aires protégées classiques, des acteurs d'ONG locales la plupart du temps, quelques bailleurs, quelques scientifiques qui interviennent dans la zone, quelques voilà, institutionnels. Enfin, elle a essayé de diversifier ses interlocuteurs. Bien que ce soit un travail qu'on pourrait appeler préliminaire, il est quand même très intéressant. Donc, tout d'abord, ça va peut-être être un peu rébarbatif, mais en fait, ça me semble essentiel parce que c'est pas pareil dans tous les pays. Donc en RDC, quand on parle de conservation communautaire ou avec une approche communautaire, on va avoir ce qu'on appelle les aires protégées avec une stratégie de conservation communautaire. Donc celles-ci, elles sont tout à fait, c'est une aire protégée classique. Donc en RDC, quand on est une aire protégée classique, ça veut dire qu'elle est forcément gérée de manière centrale par le gouvernement via l'ICCN, obligatoirement. Toute aire protégée, au sens juridique, et alors de fait, enfin de droit, gérée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et de droit aussi, il y a forcément une zone cœur qui exclut les humains. Bien que dans les réserves naturelles, réserves de biosphère, en théorie, dans le droit, il y a marqué que les humains ils peuvent y aller, en pratique, pas du tout. Mais bon, ça c'est autre chose. Dans ces critères-là, dans ces aires protégées avec stratégie de conservation communautaire, il y en a très peu, hein, il y en a une ou deux, je crois. Il y a une définition de la communauté qui est particulière, c'est les critères géographiques. En fait, la communauté, ce sont les bénéficiaires des actions menées. Donc, qui que soit la personne, c'est forcément si on habite à côté de la protégée, on fait partie de la communauté. Donc, c'est vraiment une définition géographique. Et c'est une gouvernance qu'on appelle planner-centered, donc c'est pas les populations humaines qui sont au centre, c'est la planification. Donc, c'est plutôt un truc top-down, disons. Les réserves communautaires, donc ça, c'est assez nouveau. Enfin, c'est à moins de 20 ans, disons, deux créés, deux en attente, qui étaient deux en attente en 2014. C'est assez similaire à celle d'une aire protégée classique. Mais ici, la communauté, c'est une communauté d'intérêt.
Donc, c'est des personnes qui ont mis en commun leurs terres. Donc, ici, on a une idée de coutume, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'habite pas là, mais qui est chef de clan ou qui est, voilà, qui a un rôle important dans le clan, qui est en charge de la gestion de cette terre, même s'il habite à 300 km, il aura un mot à dire puisque ça fait partie de, entre guillemets, cette terre. Et ici, on a des organes communautaires, donc c'est plus une gouvernance qu'on appelle people-centered, où les humains, localement, ont leur mot à dire. Et enfin, la foresterie communautaire, où là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est donc les CFCL, là, dont je vous ai parlé juste avant, les concessions forestières pour des communautés locales. Et ici, c'est pas du tout fait pour la conservation au départ. Ça vient en fait du nouveau code forestier de RDC en 2006, et c'est une vision utilitariste et multi-usage, alors de la conservation, mais aussi de la forêt. C'est-à-dire, quand on regarde les textes pour les CFCL, c'est plutôt comment on peut attribuer une concession forestière à une communauté locale, à un terroir coutumier, disons, pour leur permettre de faire eux-mêmes un plan de gestion. Que ce soit pour l'exploitation artisanale du bois, de la valorisation via de l'agriculture, via de l'élevage extensif, n'importe quoi, des projets d'écotourisme, mais aussi de la conservation. Et donc, c'est ça qui est super intéressant, c'est que paradoxalement, la RDC a fait une stratégie nationale de conservation communautaire en 2007 qui, quand on la lit, elle est très peu précise. Les communautés sont toujours définies de la même manière, mais avec très peu de recul sur ces questions-là. Et en fait, elle a quasiment aucun impact, cette stratégie nationale, parce que derrière, c'est toujours la coupe de l'ICCN, avec avec une approche forcément top-down, parce que c'est gouvernement central. Et que, paradoxalement, donc, la foresterie communautaire s'est créée il y a 6 ans, non pas au départ pour de la conservation, mais elle est énormément aujourd'hui, voire pas exclusivement, mais en tout cas énormément aujourd'hui mobilisée. Cet outil juridique, il est énormément mobilisé pour mettre en place des espaces de conservation communautaire avec des approches très différentes. Et dans la foresterie communautaire, où il y a des rapports extrêmement clairs là, par rapport à la stratégie nationale de conservation communautaire, la communauté a une définition beaucoup plus malléable et justement parfois difficile à établir, qui peut peut-être poser problème, mais en réalité, c'est justement, enfin, c'est plutôt bon signe parce que c'est la réalité que la communauté est difficile à établir. Donc oui, vous aviez des citations en bas que je vous ai pas dites, mais donc, lorsque Tessa, donc elle a pas arrivé à ça tout de suite, hein, et puis là, je vous le fais en très résumé. Mais donc voilà, on voit 3 manières d'avoir une approche communautaire en RDC qui ont des histoires juridiques et des outils et des pratiques qui ne sont pas du tout les mêmes. Et ce dont elle s'est rendue compte très clairement, c'est qu'il y a une querelle de mots autour de l'expression conservation communautaire. Une querelle de mots parce que en fonction de qui parle, on n'est pas du tout d'accord. Pour certains, est-ce que la conservation communautaire est spécifique à la conservation dans les aires protégées qui impliquent les communautés, par exemple? Certains vont dire, ce vocabulaire n'est pas dans le code forestier. La conservation communautaire, c'est une stratégie qui était utilisée dans les aires protégées. Point. Sous-entendu, c'est pour l'ICCN. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, la conservation communautaire, c'est comment on implique les communautés en marge d'une aire protégée classique. Pour d'autres, c'est une conservation communautaire, ça dépend des méthodes de conservation. C'est des éléments clés. Nous retiendrons que le processus de foresterie communautaire en RDC doit, comme la conservation communautaire de la nature. Donc ici, c'est la stratégie nationale de foresterie communautaire, hein, donc pas de la conservation communautaire, en 2018, qui fait le lien direct entre cette idée de conservation communautaire et comment la foresterie communautaire est une méthode pour faire de la conservation communautaire. Pour d'autres, c'est en lien direct, un peu comme la méthode, avec la foresterie communautaire. Puisque pour cet acteur d'une ONG de foresterie communautaire, il dit que l'ICCN n'a pas d'approche de conservation communautaire qui soit différente de la conservation des aires protégées. Donc ça rejoint un peu ce qui était dit avant, c'est-à-dire que la conservation communautaire, c'est de la conservation, donc c'est l'ICCN. Et finalement, la foresterie communautaire serait une alternative pour éviter d'utiliser ce terme qu'on refuse. Donc certains, c'est ça qui est intéressant, c'est que certains acteurs vont le mettre en avant. Nous, on fait de la conservation communautaire via de la foresterie communautaire. D'autres vont au contraire le rejeter pour la même raison. Nous, on fait de la foresterie communautaire et non pas de la conservation communautaire, qui est quelque chose propre à l'ICCN, aux aires protégées classiques. Et donc, tout ça qui est donc résumé par quelle différence avec la foresterie communautaire. Donc il y a des forêts communautaires à objectif de conservation pour lesquelles on pourrait parler de conservation communautaire. Et cette querelle de mots, elle est très bien illustrée spécifiquement par ce cas de la foresterie communautaire. Du point de vue de la conservation, il y en a qui se sont dit,
parmi les acteurs interrogés, ce serait mieux de prendre notre processus, ce qu'on veut faire, nous, et de l'annexer dans le processus de foresterie communautaire qui a un cadre juridique, puisque la conservation communautaire n'a pas de cadre juridique. Il y a une stratégie nationale en RDC, mais il n'y a aucune catégorie juridique qui permet de rattacher la conservation communautaire au texte de loi qui administre la conservation de la nature. Il y a aussi des questions de lutte contre la pauvreté, puisque autour de cette foresterie communautaire, il y a bien sûr la question de la gestion des ressources, et donc gestion des ressources par rapport à leur valorisation au niveau local, comme les produits forestiers non ligneux. Ce cas de la foresterie communautaire illustre bien aussi les différents conflits, les différentes querelles qu'il peut y avoir, comme la liberté par rapport à l'État. La conservation communautaire via la foresterie communautaire n'est pas une conservation institutionnelle, elle n'est pas imposée, et donc de ce fait-là, on prend une liberté par rapport à l'État nous permettant de mettre en œuvre de manière plus libre du coup le modèle qu'on souhaite et de mieux gouverner notre territoire sur lequel on habite. Et puis un désir de reconnaissance à travers cette foresterie communautaire pour montrer que les populations locales se mobilisent grâce à leurs coutumes et avec une gouvernance locale. J'ai presque fini. Donc voilà, j'espère que vous comprenez là où je veux en venir. Ce n'est qu'un cas d'étude, effectivement, un cas d'étude de la RDC. Mais si vous pouvez réfléchir dans les pays dans lesquels vous intervenez, il est probable que les cadres juridiques et l'histoire de ces outils juridiques soient différents. Et que la pratique qui en est faite, il y a probablement autant de variabilités ou de conflits ou de trucs un peu conflictuels autour de certaines expressions. Et ceci nous empêche quand même de mieux penser le concept, la notion, de mieux la mettre en œuvre et d'harmoniser entre guillemets des pratiques ou en tout cas d'améliorer les typologies pour mieux faire ressortir les différents modèles. Alors aujourd'hui en RDC, c'est quoi les CFCL? Vous avez à gauche là les RDC bien sûr avec les aires protégées classiques entre guillemets, donc en vert foncé les parcs nationaux, en vert clair les réserves, en marron là les domaines de chasse qui servent à peu près à rien, et en orange les réserves dites communautaires. Et là, à droite, désolé, c'est pas la même échelle, mais vous reconnaissez les RDC là, qui est comme ça, toutes les limites. Vous avez toutes les CFCL qui existent aujourd'hui. Donc en termes de surface, c'est quasiment rien. Mais on a quand même 162 CFCL en cours ou attribués. Et ce qui est super intéressant, c'est que Rainforest UK a collaboré avec le ministère de l'Environnement, et vous avez un site là, rdcgeocfcl.org, qui vous permet de suivre chacune des CFCL pour savoir qui l'a porté, son histoire de création, alors pas tout à fait, mais s'il y a des documents accompagnés, ne serait-ce que d'avoir une carte, combien il y en a. Et ça me semble être un outil hyper intéressant. Et quand même, je voulais pas trop parler de ça, mais enfin, je voulais pas en détail, mais ça me semble essentiel pour que vous vous rendiez compte aussi de comment ces outils peuvent être utilisés, et à mon sens potentiellement mal, ou en tout cas récupérés plutôt. C'est que si vous regardez ici les CFCL de RDC par organisation, vous avez un gros machin bleu là, sur 162, il y en a 55, donc près d'un tiers qui sont portés par le WWF. Alors on pourrait me dire, et alors quel est le problème? Eh bien le problème, c'est que ce n'est pas fait pour ça, les CFCL, normalement. Et donc c'est là où on voit comment une institution internationale peut remobiliser des cadres juridiques nouveaux pour potentiellement maintenir sa vision. Alors je ne critique aucune personne individuelle du WWF là-dedans, mais plutôt une politique générale, en tout cas pour l'Afrique centrale, argumentée par de nombreuses observations de terrain, pas qu'en RDC, aussi au Cameroun. Et donc, je trouve ça en tout cas hyper intéressant de voir comment c'est dynamique et comment ça va bouger, et comment ces outils de CFCL nous questionnent sur ce qu'on appelle communautaire, conservation communautaire, et que là, c'est des forêts communautaires qui ne sont pas forcément faites pour la conservation, mais peuvent être utilisées pour s'affranchir des cadres classiques de la conservation. Donc, en conclusion, cette conservation communautaire qui est présente partout, hein. Aujourd'hui, vous n'avez pas un bailleur, pas un acteur qui dit qu'il va parler, ou en tout cas oui, travailler avec, pour tout ça, les populations locales. En théorie, c'est quasiment partout. En pratique, c'est loin d'être le cas. On est souvent encore dans de l'acceptabilité, c'est-à-dire que bien souvent, ce n'est pas de la co-construction, c'est des bailleurs, des ONG qui arrivent avec un projet déjà financé et qui va soit faire de l'acceptabilité, soit faire de la concertation à la marge pour donner un peu de marge localement. Ce qui n'est pas du tout la même chose qu'une co-construction en amont d'un projet avant même d'avoir des financements. Je voulais vous faire ce bref aperçu historique au départ pour aussi insister sur la confrontation et la confrontation des manières de voir ou de penser la conservation de la nature, et donc en fait de la nature de manière générale, et le rôle de l'humain là-dedans. Et ce qui se passe avec ces questions de CFCL et tout ça, il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire de notre environnement et qu'est-ce qui nous semble important pour nous quand on habite là, nous population riveraine, on pourrait dire.
il est toujours nécessaire d'aller bien sûr vers plus d'implication des populations locales en pratique, et que même si la définition est relativement floue, enfin, cette définition relativement floue, pardon, regroupe des modèles très différents. Et donc, ça nous semble, nous, au sein du groupe de travail, et même avec d'autres types d'acteurs, essentiel d'arriver à une meilleure conceptualisation de cette notion de conservation communautaire pour avoir des sous-catégories et distinguer clairement ce qui est une compensation économique de ce qui est une approche gouvernance avec une construction, voire une initiative tout à fait locale. Les RDC, pour ça, c'est un cas super intéressant parce qu'il y a cette nouvel outil juridique des CFCL qui est complémentaire à la conservation classique tout en s'affranchissant de certains de ces cadres juridiques. Et on avait aussi un questionnement qu'on n'a pas encore tranché parce qu'on n'a pas encore eu le temps de réfléchir pleinement à ça. Mais en fait, en 2011, l'UICN a publié des recommandations pour les législations sur les aires protégées. Et quand moi, j'avais parcouru rapidement ce gros document qui est énorme, il y a un truc autour de la participation des communautés locales. Et on retrouve assez bien, il me semble, et ça a confirmé, l'idée des CFCL. Et donc là, où c'est intéressant, c'est que ça fait une sorte de boucle, c'est que potentiellement, à confirmer, mais l'hypothèse serait que ces recommandations auraient largement pu influencer l'évolution juridique qu'il y a en RDC. Et donc, c'est quand même toujours intéressant et sûrement satisfaisant pour ceux qui ont contribué au ces trucs du ICN, de voir que même si ça prend des années, potentiellement, ça peut permettre d'arriver à des outils qui sont assez stimulants et ouais, qui permettent de faire des choses un peu différentes. Voilà, et maintenant, c'était qu'un cas d'étude de la RDC, mais qui me semblait intéressant pour pouvoir le comparer à d'autres cadres juridiques, ou en tout cas comme une base de discussion sur ces questions-là, sans prétendre absolument, évidemment, que c'est la même chose ailleurs. Mais voilà, un cas d'étude fouillé sur les questions juridiques. Merci pour votre attention, et puis merci à Tessa pour son travail et à l'ensemble des membres du groupe de travail sur la conservation communautaire. Merci beaucoup, Victor. Donc, c'était super intéressant. Et il nous reste encore une petite demi-heure pour prendre des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat. Erwan, je te laisse ouvrir le bal. Je vois qu'il y avait Apolline Rébou qui avait levé la main, peut-être pas avec la bonne emote, donc peut-être si elle veut intervenir avant. Non, non, allez-y. Ah ok, très bien. Merci Victor, et je ne l'ai pas pris personnellement pour le WWF, il n'y a pas de souci. Bon, plein de choses à dire, donc je vais juste cadrer un peu ce que je vais dire. Déjà, merci beaucoup pour ce travail de master sur la réglementation et la législation en RDC, parce que c'est extrêmement complexe, il y a plein de textes différents qui définissent différemment la conservation communautaire, et c'est un vrai nœud, et donc merci beaucoup j'ai pas retenu, à Tessa pour son travail, c'est vraiment formidable. Et je voulais faire 2-3 commentaires, peut-être si un petit commentaire, un petit aparté, quand j'ai vu une citation sûrement d'un ancien collègue de WWF qui parle de tourisme encore dans les aires protégées. Bon, au bout d'un moment, le tourisme en RDC, c'est pas ça qui va faire vivre les aires protégées non plus, il faut en avoir conscience et peut-être arrêter de vendre ça comme la baguette magique qui va tout régler. Non, mais pas immédiatement et peut-être pas dans 30 ou 40 ans. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, j'en ai un peu marre du tourisme. Mais on est assez d'accord là-dessus, je crois, Erwan, de toute façon. Ensuite, alors j'avais 2 petites remarques. Je ne reviendrai pas sur l'historique où il y avait des choses intéressantes, mais il y a peut-être des choses à compléter, mais comme tu disais, ce n'était pas exhaustif. Sur le côté définition de la conservation communautaire, je voulais savoir quelle était, si vous avez des réflexions au sein de votre groupe de travail sur la difficulté en fait avec la conservation communautaire, où on définit ça dans un cadre de protection de la nature, et en fait on reste un peu toujours dans une ontologie naturaliste dans ce cadre-là, et donc c'est très intéressant de se dire qu'en fait il y a aussi un travail de traduction à faire entre les ontologies pour faire de la conservation, si on considère que c'est, sans être une vision universelle, en tout cas une problématique globale contre laquelle il faut lutter avec toutes les forces vives à disposition. Et la deuxième point, c'était est-ce que vous avez aussi une optique de travail sur la rencontre, alors comme l'écrit Kik, entre les populations locales, donc l'anthropologie s'intéresse aux populations locales, mais à la rencontre aussi avec le monde de la conservation de la nature, qui a aussi ces mêmes
sa propre culture aussi. Est-ce que ça vous intéresse aussi est-ce que vous vous intéressez à ça aussi? Donc, il y a Noémie Bonin et Gaspard Von Ham qui sont membres du groupe de travail qui sont là aussi. Donc, Noémie et Gaspard, n'hésitez surtout pas à compléter. Alors, je dirais d'abord que c'est pas si simple d'animer un groupe de travail sur la conservation communautaire depuis 3 ans parce qu'on est tous de bonne volonté, mais on a tous d'autres trucs à faire et que c'est super parce qu'on n'a pas besoin de financement pour le faire, on donne de notre temps et on est tous très motivés par ça. Mais on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc, et c'est pas de problème, on ne peut pas faire autrement de toute façon. Donc pour dire que oui, tout ce que tu soulèves, à la fois sur les ontologies, les différences, très bien, et sur aussi le deuxième point de rencontre potentiellement entre, enfin de susciter, tu veux dire de mettre en place des trucs un peu plus opérationnels, par exemple, c'est ça? De suggérer des actions concrètes, de dire, eh ben voilà, on pourrait faire ceci, cela. C'est ça que tu veux dire le deuxième point. Voilà, en fait, Faire se rencontrer des populations riveraines d'une non, aire protégée ou... c'est plutôt, excuse-moi, c'est plutôt sur la rencontre de ces deux mondes, entre le monde naturaliste de la conservation et le monde des populations locales. Bah, comment, en fait, la rencontre de ces mondes amène des transformations, bah, à la fois du côté naturaliste, à la fois du côté des populations. Mais Ah c'est oui, plus bah un travail de alors... recherche, en fait. Excuse-moi, Ah bah oui, oui, c'est bah peut-être c'est pas la... Non mais si, en fait, nous, on est un groupe de recherche. Hein, à terme, on aimerait pouvoir faire des recommandations, mais c'est pas du tout... Enfin, peut-être que dans 10 ans, il y en aura, peut-être que dans 5 ans, il y en aura, mais c'est plutôt cette échelle-là que dans 3 mois. Mais oui, oui, bien sûr. Alors après, j'ai du mal peut-être à comprendre la question parce que j'aurais tendance à dire que de toute façon, c'est au monde de la conservation de comprendre les populations humaines des espaces dans lesquels ils interviennent et que dans l'autre sens, c'est moins vrai, si ce n'est pour faire une sorte de sensibilisation que les gens qui vous parlent, ils voient pas la forêt de la même manière que vous. Faut le savoir. Donc, si vous leur dites un truc que vous savez sur la forêt, ils vont pas le comprendre forcément comme vous pensez qu'ils vont le comprendre. Mais c'était plus dans ce sens-là que dans un sens de que chacun fasse un pas vers l'autre. Pour moi, c'est vraiment au monde de la conservation de faire un pas vers les humains qui vivent là où ils veulent agir. Très bien. Ça, c'est très personnel, hein, mais c'est mon Ok, point de ouais, vue. ouais. Non, mais je vais laisser les autres, on reprendra la discussion en parallèle. Et merci beaucoup. Alors, Merci, il y a Erwan. une question de Véronique. Si les CPA font partie des parcs nationaux. C'est quoi les CPA? Véronique, est-ce que tu veux prendre la parole? PA, ça va être Protected Areas, Community Protected Areas. Ouais. Je pense que c'est les aires communautaires. Là, je sais pas si c'est ça. Ça dépend en fait, ça dépend dans quel pays. Si elle parle de la RDC, quand j'ai présenté les réserves dites communautaires, c'est pas des parcs nationaux, mais c'est des aires protégées au sens juridique, puisqu'au sens juridique, on a plusieurs types d'aires protégées. Un parc national qui a une zone cœur, une zone tampon, en gros, enfin souvent, et voilà, et une zone d'activité si c'est un banane biosphère, mais sinon c'est qu'une zone cœur, et des réserves et des domaines de chasse. Mais c'est indépendant de l'aspect communautaire. L'aspect communautaire, dans ces espaces protégés classiques, il vient plus quand c'est une réserve communautaire, c'est d'abord une réserve, au sens classique du terme, dite communautaire, parce qu'il y a des choses mises en œuvre pour le développement, par exemple, des communautés locales. Ce qui n'est pas du tout la même chose que des CFCL qui sont portés, en théorie, pas tout le temps du coup, par des communautés locales. Donc voilà, les CPA, je pense que ça dépend des cas. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Erwan, s'il n'y a personne d'autre, tu peux Moi, y j'en ai aller. pas. Hein. Je voulais savoir, est-ce que, alors bon, désolé, tu as peut-être déjà un peu répondu. Est-ce que tu disais que vous n'avez pas non plus tout le temps que vous souhaitiez pour vos travaux du GT? Est-ce que vous êtes intéressé aussi aux AMCEZ ou est-ce que c'est un concept, les autres mesures de conservation efficace par zone? Est-ce que c'est un concept sur lequel vous êtes penché? Est-ce que vous avez eu le temps de vous pencher? Est-ce que ça a émergé, quoi? Alors, je sais plus, parce qu'il faudrait que je retourne dans notre compte rendu. C'est avec Gaspard qu'on s'est intéressé, surtout avec Gaspard qu'on a fait le tour des cadres juridiques. En fait, au début, ce qu'on a fait, c'est vraiment lister tous les projets qu'on connaissait qui impliquaient des primates, même si ce n'était pas l'espèce cible. Et on a fait passer des questionnaires aussi et tout ça. On a identifié un peu moins d'une centaine de projets dans le monde entier. On a vite vu que c'était quand même super galère de renseigner chacun de ces projets sur leur histoire, leur financement, qui est à l'origine, c'est quoi la surface, c'est quoi le modèle, c'est quoi le cadre juridique. C'est quand même un travail super intéressant, mais extrêmement fastidieux. Et donc, on a ensuite
on s'est dit on va restreindre à l'Afrique centrale, c'est là où on a le plus d'éléments, et ça va quand même nous permettre de comparer des cadres juridiques de différents pays au sein dans une région relativement homogène. Alors, pas du tout homogène, mais voilà, Afrique centrale, quoi. On ne compare pas encore l'Asie du Sud-Est avec l'Amérique latine, par exemple, ce qui à terme pourrait être aussi très intéressant. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est intéressé aux différents cadres juridiques de chacun des pays d'Afrique centrale. Donc oui, les AM machin, là, les autres mesures de conservation par zone, j'imagine qu'on l'a vu passer avec Gaspard, mais je ne l'ai pas en tête. Mais oui, évidemment, tout ce qui touche l'idée de gérer la biodiversité, la nature, parce que c'est en fait une gestion du foncier, hein, la conservation, hein, pas plus que ça. On gère un espace avec certains objectifs. Toutes ces idées-là nous intéressent puisque questionnent euh, l'idée de conservation et notamment de lien avec les humains. Bien. Merci Victor. Et après, s'il n'y a personne, moi j'ai encore des questions. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. Là, Si d'autres personnes veulent poser des questions, vous pouvez lever la main. Et sinon, Erwan, n'hésite pas à poser tes questions. Ah, est-ce que vous m'entendez? oui. Oui. Bonjour Victor. Bonjour, On s'était Véronique. rencontrés il y a environ 4 ans. Tout à fait. Et le projet que nous, on a conduit au Cambodge sur les 58 000 hectares, en impliquant les communautés et en créant donc des Community Protected Areas, mais à l'intérieur d'un parc national qui était leur terre ancestrale en fait. Donc par les patrouilles communautaires et la désignation, la reconnaissance par les autorités d'un territoire défini par eux, bon, même si les autorités ont largement réduit ce qu'ils avaient demandé, mais cette reconnaissance a permis de vraiment s'approprier leur territoire, de le gérer, et ça a eu un impact à la fois sur la présence et la visibilité des gibbons, puisqu'ils ont patrouillé pour la protection des gibbons aussi. Et donc, la population, d'après les cartes, hein, on voit sur l'évolution des cartes, une population plus nombreuse et surtout plus visible. Et pour les communautés, le fait qu'ils aient pu expulser les intruders, les gens qui s'introduisaient pour collecter les produits non ligneux, ils ont pu les repousser et donc ils ont fait des collectes qui ont triplé. Donc ils sont très contents et ils continuent à patrouiller sans soutien financier de la part du projet. Ok, oui, c'est très intéressant, mais justement, ça va questionner là, moi ça me fait penser à plein de questions. C'est d'abord comment juridiquement on justifie des communautés forest dans un parc national, donc c'est sûrement qu'il y a des amendements particuliers. Oui. Ensuite, c'est qui sont ces personnes qui ont le droit d'entrer face à celles qui n'ont pas le droit d'entrer. Et là, il y a un jeu de pouvoir local probablement énorme et des conflits qui se déplacent probablement d'une certaine communauté envers l'État à d'une communauté envers une autre communauté. Souvent, on va dire que c'est les étrangers au sens c'est ceux qui ne viennent pas là, qui viennent piller nos forêts. J'ai beaucoup entendu ça au sud-est Cameroun et en RDC aussi. Mais c'est pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est pour essayer de comprendre ces dynamiques-là. Et là, c'est super intéressant. Et avec ce sentiment de réappropriation plus que d'appropriation, puisque si c'était leur terre ancestrale, c'est de la réappropriation. Ça peut être des très bons exemples pour montrer que quand on met les humains dans les aires protégées, des humains qui se soucient de ces espaces-là parce qu'ils les exploitent, non pas pour faire plein de thunes, mais parce qu'ils les exploitent comme de l'entretien d'un espace et de la mobilisation de ressources, alors, en général, ça marche bien. Quand on vide un espace de personnes et qu'on met des éco-gardes qui s'en foutent un peu parce que c'est pas là qu'ils habitent, qu'ils sont pas bien payés et qu'ils ont une énorme surface à surveiller, ils sont plus complices que éco-gardes. Après, nous, ils ont eu des patrouilles conjointes parce qu'il y avait des gens qui faisaient des activités illégales qui étaient quand même assez violents. Bah oui, bien sûr, armés, quoi. Bah oui, bien sûr. Bon, alors c'est beaucoup moins qu'en RDC, j'imagine. Là-bas, c'est des couteaux, des trucs comme ça. Mais bon, il y a aussi des policiers, etc. Donc là, ils avaient le soutien des rangers officiels. On a fait des patrouilles conjointes, et aussi, c'était avec le mécanisme d'impliquer vraiment les autorités de la commune et du district pour que les rangers communautaires
puisse tous les 3 mois faire un rapport, résolution de conflit, et de demander l'intervention carrément là, de la police s'il y avait des mines illégales, etc. Mm. Et ça a très bien marché. Oui, on pourra en reparler, ça me semble très intéressant, mais encore une fois, ça soulève plein de questions sur les questions justement de gouvernance. C'est que pour moi, ça ressemble, mais c'est pas une critique au sens négatif, hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser les situations, c'est pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce que ça fait remonter, c'est cette question de l'État a maintenant, et c'est un peu la même chose en RDC, a plus intérêt à déléguer aux communautés locales en disant c'est vous qui gérez. Donc il y a ça aussi en RDC, des contrats de délégation de gestion. Mais à la fin, c'est toujours l'État. Si l'État veut tout reprendre, il reprend tout. Mais bon, ça c'est toujours le cas de toute façon. Mais quand même, c'est pas l'initiation de, c'est délégation de gestion. Et ce qui permet aux communautés locales, ou comme on veut les appeler, d'avoir ce sentiment de reconnaissance que oui, c'est bien les gardiens de leur terre. Mais parfois, ça, c'est une étape nécessaire, mais qui peut aussi être parfois à double tranchant, parce que justement, ça va dépendre de qui, en tant qu'individu, gère le côté communautaire, enfin, qui sont les représentants des communautés, en fait. Et là on peut parfois augmenter les conflits localement en faisant des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est avec, C'est-à-dire que c'est que les gens qui auront le droit de rentrer, qui vont faire les rangers, ils ont tous les pouvoirs quasiment. Parce que eux, ils peuvent soit être complices de certains actes dits illégaux, soit détournés vers eux-mêmes ou vers leur famille. Ces exploitations. Je ne dis pas qu'ils le font, hein, c'est pas ça, mais simplement que ça pose aussi ces questions, c'est-à-dire qu'à mon sens, aucune solution est miracle et ne pose pas de conflit, que forcément les questions de conservation engendrent des conflits à différentes échelles de temps ou ouais, c'est d'espace, mais sûr. c'est obligatoire. Et Après, les questions, c'est... les membres du Community-Based Organization ont été élus par les gens, et c'est vrai qu'il faut prévoir des réélections peut-être tous les 3 ans. Oui. Mais après, voilà, faut Et trouver ça, ce l'argent. truc d'élection, c'est une vision occidentale hein, du truc, parce que ça marche pour faire tourner, mais en même temps, si on n'inclut pas les personnes importantes du point de, enfin en tout cas en RDC, du point de vue de la coutume, les chefs de clan, les personnes comme ça, eux, ils ont un rôle majeur, donc ils sont pas élus, ils sont là, et il faut aussi les associer. Donc c'est Ah, aussi... mais ils sont associés de toute façon Oui, quasiment je me doute, mais systématiquement. voilà, pour dire que le côté démocratique et représentation d'une communauté, que l'élection ne fait pas tout, même si je suis d'accord, hein, je dis pas qu'il faut pas, et c'est super, il faut tourner tous les 3 ans, très bien, mais ça fait pas tout. Mais merci Véronique, en tout cas on en reparlera et je t'enverrai le questionnaire. Maintenant, il y a plusieurs mains levées. Donc, Jean-Marc, je te laisse la parole et après Apolline. Merci Magali. Félicitations Victor, je vais essayer de faire court. J'ai une Merci, question, Jean-Marc. c'était vraiment intéressant, merci. J'ai une question théorique pour toi, une situation à laquelle on n'a jamais été confronté, mais pourquoi pas. Imaginons une zone dans laquelle il y a une population de primates plus qu'intéressante et une population locale qui est complètement désintéressée sur leur protection et même sur la protection de la forêt. Quelle serait ton attitude aux recommandations? Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à laisser tomber la zone, utiliser des méthodes coercitives, ou est-ce qu'il y aurait une 13e voie possible? Merci Jean-Marc. Compris, Victor. Alors, encore une fois, je sais que je me défausse souvent comme ça, mais mon travail, c'est de faire de la recherche, c'est pas forcément de faire de l'expertise ou de la consultance, même si j'en fais aussi. Mais je vais m'y frotter avec grand plaisir à cette question. Il y a plein d'éléments. C'est d'abord, cette population de primates, c'est combien d'individus? Est-ce qu'elle est endémique de la zone? Est-ce qu'elle est présente ailleurs? C'est quoi son statut ICN, en gros? Est-ce qu'elle est très menacée au niveau global, mais que dans cette zone, pas du tout? Ils sont très désintéressés, d'accord, mais ça veut dire quoi? C'est que s'ils sont très désintéressés, mais qu'ils ne les chassent pas, qu'ils ne les mangent pas, bon, et qu'il n'y a pas une pression extérieure par une proximité à des filières économiques, il y a des capitales, des grandes villes, et qu'il n'y a pas de pression de chasse dessus, ils exploitent la forêt, mais s'ils ne sont pas beaucoup sur cette espèce animale-là, c'est peut-être pas le problème du singe en lui-même, mais ça va être le problème de la forêt, de la durabilité de la forêt, auquel cas ils vont probablement être mobilisés si c'est bien sur leur terre et qui sont, comment dire, qui sont acteurs de la gestion de leur terre. Parce que bien souvent, les acteurs de la gestion de leur terre se préoccupent de la durabilité de l'exploitation des ressources, pas tout le temps, mais souvent. Voilà, donc si c'est dans ce cas, il n'y a pas trop de problème. Si maintenant, ce sont une espèce de singe qui ne vit que là, qu'il n'y en a presque plus, que les humains, ils la mangent et qu'ils la tuent,
faut aller parler avec ces humains-là d'abord pour mieux comprendre d'où ça vient, depuis quand, parce que en fait, pour moi, pour répondre un peu de manière diagonale à ce que tu dis, à ce que tu demandes, c'est la première question à se poser, c'est pourquoi il y en avait jusqu'ici et pourquoi il n'y en a plus maintenant, ou pourquoi ils sont maintenant menacés s'ils n'étaient pas avant. Et cette question-là, souvent, les populations riveraines ont largement la réponse. Même si c'est elles-mêmes qui sont acteurs de ça, elles vont expliquer, bah, avant on s'en foutait parce qu'il n'y avait pas besoin, ou avant il y avait plein de trucs, ou avant machin, et là maintenant, on a besoin de plus en plus d'argent par rapport à avant parce qu'on n'utilise plus les remèdes médicinaux indigènes, mais on utilise la médecine occidentale, que pour accoucher, maintenant c'est une césarienne, il faut payer 100 $ alors qu'avant on n'avait pas besoin de payer parce qu'il y avait des mamans accoucheuses, qu'on envoie nos enfants à l'école, en plus c'est des mauvaises écoles, mais c'est à nous-mêmes de supporter le poids des études, donc il faut de l'argent. Et donc, on a changé de mode de vie et donc maintenant, voilà. Donc ça, c'est un exemple. Mais pour dire que j'aurais aucune recommandation sans avant aller parler aux gens, comprendre pourquoi c'est comme ça, et ensuite, oui, bah, de faire une estimation de qu'est-ce qu'il faudrait pour sauver ces singes et à quoi ça servirait de sauver ces singes et qu'est-ce que ça impliquerait pour les humains. Mais je serais pour essayer de limiter les méthodes coercitives quand même, hein. Je pense que c'est vraiment une connerie, à mon avis. Mais bon. Sauf, bien sûr on pourrait penser à Madagascar. Il y a des endroits à Madagascar où les derniers, les grands tapis à lémurs, là, des lémuriens ou les lémuriens aux yeux turquoise ou je sais pas quoi, où il en reste quasiment pas. On est sur des taux de déforestation qui sont mais monstrueux, où en un mois, le bloc de forêt il disparaît, il faut faire de la translocation. Alors il y aurait ça potentiellement, la troisième voie, de la translocation d'individus. Tu tiens absolument à l'espèce, t'as pas envie d'avoir une méthode coercitive, mais là, c'est vraiment de l'ingénierie écologique, quoi. Enfin, moi, je suis pas non plus hyper pour ces trucs très interventionnistes, mais si on veut pas être coercitif et en même temps qu'on veut pas que cette espèce animale disparaisse, translocation. Mais bon, c'est chaud. Enfin, c'est possible, mais ça pose plein d'autres questions. Voilà, Merci. bon, je réponds à peu près, hein, mais... Non, c'est bien, c'est des pistes de réflexion. Merci à toi. Apolline, tu avais une question? Oui. Merci Victor pour la présentation. C'était très intéressant et c'est un vaste sujet très complexe. Je me posais plusieurs questions. Enfin, je me pose plein de questions en fait, mais je pense que ce genre de création d'entités juridiques, déjà, je pense que la piste de conserver une entité avec la foresterie communautaire et permettre de faire un objectif principal de la forêt communautaire de conservation, ça permettrait de ne pas s'éparpiller, surtout pour les communautés qui ne sont pas forcément informées sur toutes ces entités qui sont possibles. C'est vraiment une idée intéressante. Mais je pense que, en tout cas, moi, j'ai travaillé au Cameroun. La grosse problématique au Cameroun, c'était la réglementation qui était beaucoup trop complexe et qui est beaucoup trop coûteuse en fait pour les communautés. Et comme tu l'as très bien, mentionné, au final, ce concept de foresterie communautaire était complètement pris d'assaut par les ONG et donc ça perdait tout son intérêt puisque l'intérêt principal c'était que la forêt soit gérée par les communautés, mais au final les communautés elles ne pouvaient pas du tout faire entamer le processus de gestion puisque tu allais faire un inventaire forestier. Moi j'avais travaillé sur l'inventaire forestier, la simplification de l'inventaire forestier pour les forêts communautaires. Rien qu'à l'inventaire forestier, qui est l'une des premières étapes de création de la forêt, c'était pas possible au niveau technique et ni au niveau financier. Donc, est-ce que ça pose pas aussi, donc il y a la problématique de réglementation, mais est-ce que ça pose pas aussi la question d'une problématique de formation des communautés pour que, parce qu'il y a la volonté des communautés quand on voit le nombre de demandes de création de forêts communautaires, mais est-ce que à partir du moment où il y a l'acceptation de l'entité, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un intérêt de faire une formation de ces communautés pour qu'elles puissent soit gérer durablement leur forêt dans le cadre d'une forêt de production, soit conserver durablement leur forêt dans le cadre d'une forêt de conservation. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé ces questions et qu'est-ce qui en a découlé de ces interrogations.
Oui, puis on pourrait même associer une forêt de production et de conservation. C'est pas forcément tout à fait Oui, opposé. aussi. Oui, Et oui. oui, Mathilde. Alors, ben oui, carrément. Le Cameroun, justement, avec Gaspard, on a commencé à comparer les cadres juridiques. Et ce qui est super, et donc au début, le mémoire TESA, ça devait être une comparaison Cameroun-RDC, mais c'était quand même un énorme boulot pour Master 2. Mais on a ça en tête. La prochaine étape, c'est de rester en Afrique centrale et d'aller en priorité sur les cadres juridiques du Cameroun, puisque au Cameroun, il y a ces forêts communautaires depuis 94. Donc on a 28 ans de recul. Et moi, j'ai un peu bossé vers l'Obéké, au sud, enfin pas dans le parc, mais en périphérie, au sud-est Cameroun. Et il y avait de la forêt communautaire, mais là, c'était pas les ONG, c'était les Chinois qui étaient là pour faire du bois, sous du bois entre guillemets artisanal, mais en fait industriel, en, en, en donnant, enfin les Chinois, on les voit pas les Chinois, les entreprises chinoises, disons les conglomérats économiques, mais voilà, en apportant cette expertise dont tu parles, qui n'est effectivement pas du ressort du niveau local, mais c'est pas possible, on va pas demander à un villageois de savoir faire des recensements de végétation, a priori, on peut pas, c'est pas légitime. Donc moi, je dirais qu'effectivement, il y a ce gros problème de réglementation. Je ne vous ai pas du tout parlé de Mboumontour pour ne pas parler que de ça tout le temps, parce que je parle beaucoup de ça, puisque je travaille avec eux depuis 14 ans, mais eux, ils ont une des premières CFCL en RDC et qui sont c'est un cas d'étude super intéressant au sein de tout ça. Ce qui se passe avec Mboumontour, par exemple, c'est que c'est une ONG congolaise qui a réussi à monter en capacité grâce à des soutiens comme le BPI, notamment, et à des ateliers de vision stratégique accompagnés par Well Grounded, une ONG qui te permet voilà, de mieux savoir ce que tu veux faire, comment tu vas le faire et tout ça, mais qui ne va pas te dire ce que tu dois faire, mais qui va t'aider à formuler ce que tu veux faire. Donc ça, c'est super intéressant, et à monter en capacité comme ça. Et eux, petit à petit, finalement, en interne, maintenant, ils ont les compétences pour faire ça, et c'est une ONG congolaise, et maintenant, ils montent eux-mêmes leur dossier, et ils sont sollicités par des villages voisins de plus en plus, mais même à 100 km, il y a des gens qui leur disent, nous aussi, on veut faire ça, on veut faire ça. Sauf qu'après, ça prend du temps, ils ne peuvent pas être partout, évidemment. Et puis, il y a de tout là-dedans, hein. Comme partout, hein, dès qu'on a un outil qui permet de gérer un espace, eh ben, il faut espérer que les gens qui gèrent ça soient un peu altruistes, parce que sinon, c'est vite dévié quand même, hein. Donc, ça, c'est partout pareil. Donc, moi, j'aurais tendance à suggérer, par rapport à ce que tu dis, que ce qui serait bien, c'est que dans les pays où il y a ces outils juridiques qui sont en place, il y a un vrai accompagnement. C'est-à-dire que vous êtes intéressé pour mettre en place une CFCL, on vous envoie d'abord quelqu'un qui va vous expliquer comment ça se passe, c'est quoi les étapes, c'est quoi les délais, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qui a des compétences techniques, vous venez vous former à un endroit, mais tout ça pris en charge publiquement, dans l'idéal. Donc on en est loin. Mais même à la limite, des grosses ONG, genre VVF ou autres, au lieu de porter ça, ils pourraient aussi faire du renforcement de capacité, de la formation pour dire, mais sans imposer leur vision. Moi, j'ai vu des trucs en RDC, franchement, c'est minable, mais c'est vraiment minable. C'est là, il y a des gens qui nous disent, ah ben, on a contacté Mboumontour pour avoir une CFCL, et en fait, on regarde les papiers, on dit, mais vous en avez déjà une. Ah bon, le chef, on n'a rien signé. Ben, le VVF, on a mis une dans ce village. Ah, mais c'est ça, on avait signé un procès-verbal de réunion, ils nous avaient rien dit, on a vu la Jeep qui était venue et qui avait fait un tour avec le GPS. Voilà ce qui se passe concrètement. Mais derrière, en théorie, le VVF va annoncer RDC, hein, je parle évidemment pas le VVF ni les gens qui travaillent pour eux, il n'y a pas de problème individuellement. Mais dans l'institution, derrière, ils annoncent tant de CFCL, on est pour les communautés, et sur le terrain, il y a un énorme écart. Donc ça pourrait être l'État ou des grosses ONG bienveillantes qui effectivement, mais comme tu l'as dit, il y a un énorme problème de c'est à qui de faire ce plan de gestion. Et forcément, il faut qu'il soit initié, c'est-à-dire que la volonté, ça doit être local, mais où est l'expertise? Bah, dans l'idéal, pour moi, c'est un accompagnement public si on veut se donner les moyens. Et je ne pense pas que ce soit non rentable à moyen terme et à long terme, hein, parce que derrière, on règle plein de problèmes de gestion de l'environnement. Et en plus de communautés autochtones, entre guillemets, enfin, tous des mots un peu sexy pour les bailleurs internationaux et pour le FMI. FMI qui est quand même une institution importante pour ces pays et qui peut bien les contraindre sur pas mal de politiques. Donc, il y a aussi ces enjeux-là, quoi. Je n'ai pas tout à fait répondu, hein, mais juste prolonger ton... Si, merci. Non, mais oui, je suis bien d'accord avec toi sur tous ces points, en tout cas. Merci. Merci. Merci beaucoup, Victor. Je pense qu'on va conclure. On a passé l'heure. Merci pour la présentation et pour la réponse aux questions et à tous les participants pour votre présence et vos questions. Donc, il y aura un replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube du Comité français.
Et j'espère vous voir à la prochaine réunion du groupe de travail qui a lieu le 29 juin dans l'après-midi de 14h à 16h. Merci beaucoup. Merci Merci, Victor. à bientôt. Merci à Au vous. revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.